Bienvenue à vous tous, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, tellement précieux quand tout s'illumine pour bercer la clientèle de douceur alors que c'est la surchauffe sur vos plannings. On est entre nous pour vous aider à optimiser votre potentiel toute l'année et à traverser les tensions avec plus de sérénité grâce à votre UMI 38. Et aussi, allons-y pour mettre un peu de paillettes dans votre mois de décembre avec votre président Daniel Chavant. Où sont les paillettes, Daniel ? Je joue discrète, vous voyez, boule de Noël, moi, plutôt. Voilà. Dans le cœur. Et merci encore d'être avec nous. Gaëtane, votre directrice, tout va bien ? Tout va bien, merci. Vous retrouverez bien sûr l'économie de Véro, de Chou dans cette émission. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. Le chiffre. Le chiffre, c'est le chiffre 10 et c'est le nombre de stagiaires qui viennent de débuter leur formation barman en 6 mois dans les locaux de l'UMI 38 autour du flambant neuf bar d'application. Ces produits en Isère, les chocolats Bonnard, reconnaissables entre tous dans les petits ballotins, pensez local aussi pour vos préparations à base de chocolat. Stéphane Bonnat et ses équipes concoctent une matière première premium avec leur gamme de chocolat à pâtisser que vous pourrez mettre en avant sur vos cartes et même croquer en cuisine sans la moindre culpabilité. Allez, on reste calé sur le coup de chaud avant les fêtes, notre rubrique syndicale sur le feu. On parle aujourd'hui du classement de nos chers bistrots au patrimoine français de l'UNESCO et on retrouve Laurent Lutz, président des cafés bars à l'UMI. Vous êtes ici, Laurent ? Oui, bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous. Dites-moi, c'est une reconnaissance de la valeur culturelle et économique et d'un attachement français au bistrot. C'est même un art de vivre. C'est une belle nouvelle. Tout à fait, et c'est ce que beaucoup de pays nous envient d'ailleurs. Donc le président Macron avait rentré le 2 décembre l'année dernière au patrimoine français. Et là, nous espérons pouvoir passer au patrimoine culturel national en fin d'année. Et à l'heure où beaucoup d'établissements ferment, il faut aussi l'admettre, est-ce que c'est une manière aussi d'attirer l'attention, voire de tirer une sonnette, ou pas ? Tout à fait. On en profite en même temps. Si je peux me permettre juste un tout petit peu d'histoire. Je veux dire que le bistrot, lui, il remonte du code de Napoléon III à la Troisième République. D'accord ? Donc en 1870. Et si je vous donne quelques chiffres, il y en avait 280 000 en 1830, et 33 000 pour la seule ville de Paris, et on est arrivé aujourd'hui à 36 000 débits de boissons. Donc vous voyez qu'en 2 siècles, on en a quand même perdu énormément. Ceci pour répondre à votre question. 36 000, ça fait presque un bistrot par commune. En France, c'est ça. Puisqu'il y a à peu près 36 000 communes en France. Finalement, ça le replace aussi au cœur du village et du quartier. Bien sûr. Ça, vous savez, dans le temps, tout le monde se rendait le dimanche à la messe, à l'église, et ensuite allait au bistrot. C'était le Parlement du peuple, c'est là où tout se passait. Et on en avait besoin. C'était vraiment la seule journée où les gens pouvaient discuter entre eux. Voilà. Et alors, quel est l'impact attendu ? L'impact attendu, on espère aussi avoir des dégrèvements, pouvoir avoir des crédits d'impôt aussi. Ça, je ne l'avais pas dit, mais normalement, si on passe au patrimoine mondial de l'UNESCO, on devrait quand même obtenir certaines choses, même si en ce moment, le budget est assez serré. Mais voilà, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est faire reconnaître que le bistrot fait partie de notre patrimoine. Et de l'identité française, plus que jamais aussi à valoriser vis-à-vis de l'extérieur ? Tout à fait. Et par exemple, la ville de New York nous envie nos bistrots, parce qu'ils ont fait une demande pour pouvoir rentrer après au patrimoine aussi des bistrots. Et c'est un exemple. À New York ? Mais c'est pas parce qu'ils demandent qu'on va leur donner. Ah oui, parce que là, pas tout nous prendre quand même. Voilà. Et quelle est l'action, Laurent, c'est Gaëtane, quelle est l'action de l'UMI à ce niveau-là pour obtenir ce classement ? C'est des échanges ? Comment ça se passe ? Le classement, donc nous avons monté une association, et d'ailleurs l'UMI y participe, étant donné que nous avons aujourd'hui un peu plus de 200 bistrots répartis sur toute la France de l'UMI, et j'espère qu'on en aura d'autres d'ailleurs.
parce que c'est très important. À partir du moment où il y a du service en salle, vous savez, il y a le petit café le matin, c'était important. De revenir au sandwich, vous savez, c'est le bistrot qui a inventé le jambon beurre, hein, faut pas l'oublier. Toutes ces choses-là qu'il faut qu'on remette au goût du jour. Qu'est-ce que ça vous inspire, Daniel Chavon? J'ai bien aimé, bonjour Laurent, j'ai bien aimé ton expression, le Parlement. Je trouve qu'on devrait communiquer là-dessus, j'ai adoré. Parce que tous nos métiers, de quoi souffrons-nous aujourd'hui, c'est de cette valorisation, revalorisation, et redonner toujours ce mot que j'utilise, la fierté à nos professions de ce que nous faisons et ce que nous représentons. On le sait, enlève dans le monde de la ruralité qui t'est cher, parce que tu le défends aussi beaucoup, le petit bistrot, le petit café de la place, ben voilà. Déjà, tu dis on sort de l'église, on sort de moins en moins de l'église, mais enfin bon, ceux qui sortent, ils passaient par la boulangerie et ils allaient au bistrot. Aujourd'hui, les boulangeries sont souvent fermées le dimanche sur les places de village. Donc, aidons les bistrots à rester ouverts, parce qu'autrement, rentrer pour retrouver pas toujours les belles-mères, les beaux-pères et tout ça, au repas de famille, on aime bien faire traîner et faire partie du Parlement dont tu parles. Voilà, j'ai bien aimé l'expression. Merci Laurent. Et lire le journal en même temps, c'est important. Bien sûr. C'est pour ça que là, on a obtenu quand même, auprès des députés, de pouvoir recréer des licences 4 dans les petites communes de moins de 3500 habitants qui n'ont plus rien. Voilà, c'est-à-dire que spécifiquement pour les bistrots qui s'implantent sur une commune rurale où il n'y a plus de licence, ils peuvent en faire la demande d'une création, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Lutz. Je rappelle que vous êtes président des cafés et des bars à Lumi, et on croise les doigts, bien sûr, pour vous tous et pour tous nos petits bistrots. Merci Laurent. Merci à tous. Au revoir. Merci, à très vite. Et tout de suite, notre invité ici en chair et en os, en plateau. Et ce n'est pas un sujet traité à bas bruit, les nuisances sonores. Avec nous aujourd'hui, Thomas Beaufard, bienvenue. Merci de m'accueillir. Avec plaisir, on va parler des nuisances sonores. Alors c'est un sujet récurrent qui touche à la fois la convivialité et le vivre ensemble. Donc il faut trouver l'équilibre, c'est pas toujours facile. Peut-être, oui, bien sûr. Pas, Lucie, parce que pour recadrer d'abord, avant que Thomas puisse vous éclairer sur tout ce qui est amélioration, pas des nuisances, comment on dit, amélioration, quand il y a des nuisances sonores, je voulais déjà vous recadrer 2-3 choses par rapport à ces nuisances sonores. Il y a 2 types de bruits de voisinage. Les bruits de comportement et les bruits qui ont pour origine une activité professionnelle. Pour les bruits de comportement, le Code de la santé publique est très clair. Il dit « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage. » Et seul un critère, donc entre durée, répétition, intensité, suffit pour caractériser un trouble de voisinage, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. C'est les 3 obligés, hein? Ou il en faut au moins une. Au moins une. Soit la durée, soit la répétition, soit l'intensité. Et les agents assermentés peuvent constater à l'oreille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de mesures. Ils arrivent, ils constatent et ils peuvent verbaliser. Voilà. Donc il n'y a pas besoin qu'ils aient des appareils pour mesurer. Voilà. Donc ça, ce sont les bruits de comportement. Après, quand on a un bruit qui a pour origine une activité professionnelle, donc c'est le cas de nos CHR, donc de tous les lieux ouverts au public, recevant du public, qu'ils soient clos ou ouverts, dans la mesure où ils accueillent des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés, alors le niveau sonore ne doit pas, s'il dépasse 80 décibels, il va être soumis à une obligation de faire réaliser une étude d'impact. Voilà. Donc, si sur 8 heures d'affilée, il y a 80 décibels dans l'établissement, parce qu'il y a de la musique amplifiée, l'établissement doit faire une étude d'impact sonore. Voilà. Après, il y a... Dans tous les cas, pas nécessairement en cas de plainte ou autre. Pas forcément. De toute façon, c'est-à-dire, vous avez un établissement et pendant 8 heures, il va y avoir de la musique amplifiée, voilà, qui va être au-dessus
de 80 décibels, ce qui est le cas, je pense, à chaque fois qu'on va mettre, tu nous confirmeras, mais c'est la 8 heures, c'est le 8 heures d'affilée sur lequel on peut jouer, mais sinon, dans la mesure où il y a de la musique amplifiée, en général, on va dépasser les 80 décibels, sachant que si on n'a pas ces 8 heures d'affilée, on ne peut jamais dépasser 105 décibels pendant 15 minutes. Ok. Voilà. Donc voilà, ça c'est les deux types de bruit. Ce que je voulais aussi préciser par rapport au voisinage. Quand on installe un établissement, un CHR, dans un quartier, si vous êtes dans un quartier calme, résidentiel, c'est pas la même chose que de s'installer dans un quartier où il y a une très forte activité déjà, par exemple de bar, où c'est une zone très touristique. Le niveau de tolérance du voisinage ne sera pas le même. Et en fait, on part de la base. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait avant? Comment c'était avant? Donc, c'est l'usage qui compte. Si on était dans un quartier très calme, eh ben, il ne va pas falloir bien aller au-dessus de cette ambiance-là très calme. Alors que si vous vous installez dans un quartier très animé d'un centre-ville, évidemment, le niveau sonore de base est déjà plus élevé. Donc ça, c'est quand même à savoir parce que c'est à prendre en compte quand on va choisir un lieu pour s'installer, parce que derrière, ça va être plus compliqué. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Alors après, quand il y a des problèmes, évidemment, il va falloir que la personne qui porte plainte montre la gravité du trouble, la réalité. C'est pas comme ça non plus que les établissements vont être condamnés, mais il va falloir que sur différents critères, les demandeurs se justifient. Voilà. C'est pas toujours des plaintes d'ailleurs. D'abord, on vient faire constater, on appelle. Oui, alors la après, police, ça va être le voisin au départ qui va peut-être téléphoner. Après, ça va être un deuxième voisin, un troisième voisin. Peut-être qu'il va y avoir une réunion d'un conseil syndical qui va porter plainte. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses. Voilà. Mais en tous les cas, il y a ces choses qui sont obligatoires. 8 heures d'affilée de musique amplifiée. Dans ce cas-là, il faut une étude d'impact. Après, donc, on a voulu que Thomas Beaufard soit avec nous aujourd'hui parce que lui, il peut déjà expliquer plein de choses qui peuvent s'adapter. Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que c'est des choses qu'il faut certainement réfléchir en amont ou en tous les cas, quand on est face à un problème, il va falloir trouver des solutions pour limiter les bruits. Déjà, comment vous intervenez? Alors nous, déjà, nos clients, ils sont dans l'hôtellerie, dans l'industrie, dans le tertiaire. Et on s'aperçoit que le problème de la nuisance sonore, dans sa globalité, en fait, c'est vraiment un problème qu'on retrouve dans tous les secteurs. Parce que ça touche justement à la tranquillité personnelle, ça touche au bien-être au travail, ça touche même au confort simplement des utilisateurs. Quand tu es dans des environnements bruyants, on est souvent très fatigué, ça pèse en fait sur la concentration et sur le moment, en fait. Donc c'est pour ça que c'est de plus en plus encadré par la loi, du coup. Et ça va pas aller, entre guillemets, en s'améliorant. Il va y avoir des restrictions. Voilà. Il me semble qu'en 2024, il y avait déjà eu un renforcement, en fait, du niveau de décibels tolérés de 7h à 22h et de 22h à plus tard sur à peu près toutes les types de nuisances. Voilà. Là, on est à l'intérieur de l'établissement. On parle de l'intérieur de l'établissement. L'intérieur ou l'extérieur. Ou l'extérieur. Voilà. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de panneaux à l'intérieur on a des mesures. Oui, exactement. Des appareils. Donc, qui ne sont qu'indicatifs pour l'instant, ou est-ce que si je vois que ça dépasse, je peux aller voir le patron et je dis donc, vous ne pouvez pas demander aux gens de parler un peu moins fort. Alors, ou de baisser la musique, c'est un peu compliqué. Ça fait partie, entre guillemets, d'une phase de solution, qui est donc la solution comportementale, c'est-à-dire effectivement éduquer aussi bien les clients que les serveurs et que les directions d'établissement sur la sensibilisation en fait à gérer en fait les nuisances sonores, parce qu'elle peut avoir des enjeux économiques derrière qui peuvent être préjudiciables en fait pour les établissements. Donc c'est quand il y a des terrasses par exemple, là il y a souvent pas de musique amplifiée, mais du coup on est obligé de faire quand même baisser le niveau sonore. Quand il y a des groupes de musique qui viennent se... Alors ça c'est soumis à autorisation préalable de la ville ou de la commune ou Et donc il y a de l'information. Mais ça peut être, Exactement. par exemple, le mobilier de terrasse qui n'est pas adapté et qui, quand on va le ranger, va faire énormément de bruit. Exactement, ouais. Alors, c'est pour ça que c'est assez difficile de proposer une solution. En fait, c'est souvent du sur-mesure.
Parce qu'à chaque fois, c'est, on va dire, structurel. C'est-à-dire que quand on est dans un bâtiment, ça dépend beaucoup justement de la structure bâtiment et des matériaux utilisés. Donc déjà, le premier conseil, comme disait Gaëtan, quand on va prendre un lieu, si c'est une création par exemple, il faut vraiment faire, ne pas lésiner sur le fait de se faire accompagner par un bureau d'études acoustiques. C'est vraiment un bon investissement parce que derrière, ça va vous éviter justement énormément de problèmes. Donc le bureau d'études, c'est faire des mesures, anticiper en fait le rendu une fois que tout sera fini sur le choix des matériaux pour pouvoir du coup anticiper ce type de plainte. Oui, en amont, sans même qu'il y ait de précédent ou de Exactement. contexte particulièrement tendu. Il faut le faire d'emblée, c'est un bon conseil. Il faut le faire d'emblée, c'est un bon conseil. Et voilà. La deuxième solution, des fois, c'est pas des endroits neufs, en fait. C'est des endroits qui ont eu déjà une vie, comme l'a dit Gaëtan, dans certains quartiers. C'était des lieux qui sont donc transformés. Donc là, on subit, entre guillemets, la construction. Et donc là, il y a des solutions qui vont se rajouter, en fait, à l'endroit. Ça peut être des panneaux acoustiques, ça peut être des rideaux épais. Il y a des tonnes de solutions qui peuvent même être, entre guillemets, esthétiques. Il y avait un client qui avait acheté des tonnes de bouquins, en fait, dans des brocantes. Il mettait des étagères, en fait, et il mettait des vieux livres de partout. Et en fait, le fait que le mur ne soit plus lisse, déjà, ça a enlevé, en fait, ça avait diminué le temps de réverbération, en fait, à l'intérieur de l'établissement. Donc, bon. Il y a vraiment, une jolie acoustique. C'est une jolie acoustique, voilà. Et l'acoustique, c'est quelque chose de dynamique. Donc, effectivement, c'est pour ça aussi que c'est compliqué. Quand un endroit est rempli de monde, on n'a pas la même sensation acoustique que quand l'endroit est vide. Pareil, si effectivement le mobilier, comme disait Gaëtan, n'est pas adapté, avec des surfaces très réfléchissantes, et en plus, on rajoute un joli béton ciré et puis des grandes baies vitrées. Alors, c'est très joli, mais c'est pas très efficient en termes d'acoustique. Oui, Daniel, Chavin. Oui, simplement une petite parenthèse. Je pense que les architectes devraient être peut-être reformés sur ce dossier, sans commentaire. On est justement sur une rubrique sur le bruit. Vous faites pas un bruit justement Daniel Non, parce Chavin. que ça vous agace cette question? C'est compliqué? Ah non, pas du tout, mais d'avoir à subir souvent l'incompétence de cette profession, enfin, qui construisent tout d'un coup, au moment de l'utilisation, au bout de 15 jours, 8 jours ou 4 jours, donc, mon Dieu, mais c'est insupportable. Voilà, alors là, il faut repartir sur des investissements. Enfin, c'est sidérant. Oui, c'est pour ça que c'est important que Voilà. Vous, nos adhérents, en fait, Voilà, de les alerter, puisqu'il faut vous tout ayez savoir, bien oui. conscience de ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites en amont, voilà, et qui déjà vont limiter tous ces soucis, parce que c'est une vraie prise de tête, en fait, les problèmes de son par rapport la voisine qui va venir toutes les 5 minutes, enfin voilà, c'est des choses qui compliquent le quotidien, en fait. Ça pollue. Voilà, et voilà, il y a des choses qui peuvent être imaginées en amont, et c'est ça qui est important, donc vraiment... Ouais, c'est ça. Et puis après, techniquement, on peut aussi, on va dire, renforcer au moins le traitement et le rendu à l'intérieur. Je m'explique. C'est-à-dire que nous, souvent, ce qu'on fait pour nos clients, c'est que déjà, on pratique ce qu'on appelle on repense la diffusion audio. Donc, on fait en fait de la multidiffusion. Au lieu de mettre des grosses enceintes très puissantes, en fait, voilà, on fait vraiment des petites enceintes disséminées un peu partout, ce qui produit en fait, avec une égalisation en fait sur mesure, parce que ce qui est aussi désagréable, c'est la surreprésentation de certaines fréquences. Quand il y a quelque chose de très aigu, c'est très désagréable. Quand pareil, il y a un bruit sourd, assourdissant, qui est plus dans les basses, du coup, c'est aussi très désagréable. Donc en fait, c'est le lieu en lui-même, si vous voulez, qui fait qu'il y a une surreprésentation de certaines fréquences. Donc il faut absolument trouver ces fréquences et ensuite les diminuer et voire les atténuer de manière totale. Alors, le choix de la musique, il est important aussi dans un restaurant. Parfois, selon l'établissement, on veut manger dans le calme, c'est plutôt feutré, c'est plutôt soft, et pas forcément entendre du rock britannique qui est génial, mais pas forcément dans ces conditions-là. Et on l'entend quand même trop souvent. Et c'est une des raisons, je parle de mon cas personnel, qui fait que c'est pas possible, c'est stressant. Vous parliez de ces aigus, et c'est dans beaucoup d'établissements, hein, pas que... C'est pour ça que la multidiffusion, c'est une bonne solution où on peut effectivement varier en fait les sources en termes de volume dans chacun endroit. Une zone dansante, une zone pour dîner, une zone pour discuter, etc.
Parce que Et essayer de discuter en pallier à parlant tout ça. fort avec un verre à la main, c'est pas toujours agréable. Exactement, Et surtout, on c'est pour s'entend ça pas. qu'au début je parlais de confort, c'est vraiment là, on est dans un endroit, il faut qu'on est là pour passer un bon moment, si effectivement il faut que tout soit réuni. Donc voilà. Sans mettre la sourdine, on met plusieurs sources et ça fait effet Exactement, sourdine. D'accord. on déploie en fait un espace qu'on va sonoriser, comme ça on a vraiment l'impression d'avoir une pression acoustique, c'est-à-dire on entend quand même la musique, mais parce qu'elle est de proximité. Et ça fonctionne. Voilà. Et ça fonctionne. Après, je conseillerais, dans la prévision justement des potentiels conflits avec l'environnement, en fait, de s'équiper d'appareils type limiteur ou sonomètre connectés. Donc ça, c'est des appareils en fait qui ont des micros en fait dans la salle, qui donc mesurent le niveau de volume. Alors c'est pas souvent en termes de fréquence, mais c'est plutôt en termes de puissance, on va dire, d'intensité. Et qui permet du coup, qui est raccordé en fait à la sonorisation, qui permet du coup de s'auto-réguler de manière dynamique quand à un certain moment de la soirée, il y a un peu plus de monde, un peu plus de bruit, etc., un peu plus d'ambiance. Il faut adapter plutôt voilà. qu'au contraire C'est ça. entretenir et nourrir. 80 décibels dont on parle, c'est tout. C'est tout le bruit ou c'est que ce qui sort de... Non, c'est tout le bruit. la mesure du bruit dans l'ordre et tout dans ça. le lieu. Et donc ces produits... Et les 80 décibels dont tu parles, on est sur des normes nationales. Ah oui, ouais, ça C'est national. oui, Ouais, oui, ouais, bien c'est sûr. Non, mais Oui, que oui. voilà, François, Après, pour nos adhérents. certaines municipalités par arrêté municipal en fait peuvent être Descendre. encore en dessous. Oui, on peut pas Mais monter, après, descendre. voilà. D'ailleurs, Et donc l'avantage, pardon, non, mais je pensais, juste ces appareils en fait, ils ont une mémoire et en fait on peut avoir le listing des mesures et donc ça permet d'aller prouver et montrer que d'une on est équipé, donc on a la volonté quand même de bien faire. De deux, si on peut montrer qu'à certains moments où la voisine se plaint ou le voisin, en fait, factuellement, il n'y avait que 65 décibels, donc peut-être que le bruit vient d'ailleurs. Ou remonte, que c'est exagéré. voilà, ou que c'est exagéré. Donc voilà. Donc en fait, c'est une trace écrite. C'est une trace écrite et ce qui permet. Alors Gaëtan disait que seulement à l'oreille on peut le constater, mais là, si on a quelque chose à proposer en face de factuel en disant écoutez non, voilà. Ok, Donc anticiper. super. C'est tout C'est tout. Non, alors Daniel avait... on a un petit mot, pardon, Non, Daniel. une Oui, demi-seconde. Mais on a eu la mode des restaurants où on mangeait dans le noir. Tout était... Non, mais c'est vrai, c'est pas... Il y en a encore, hein. Il y en a encore. Ça a Très été très à la étoilé, mode. d'ailleurs, mais Moi, je pense qu'on devrait aussi lancer la mode du client. On les assoit, on leur met des... Hop, plus de bruit, hop, on n'explique plus... Non, mais je veux dire... L'intolérance, et bravo, tout ce que tu dis, c'est vrai qu'il faut respecter, mais lors d'une réunion publique avec les syndics, où nous étions bien sûr très concernés, je leur ai conseillé de dire à leurs habitants de choisir, lorsqu'ils achètent un appartement et qu'ils le louent, de faire ça au-dessus d'une agence PFI qu'un bar. Comme ça, non, mais c'est- Tranquille. voilà. Et voilà. Ça, c'était- Ben ouais. Mais bravo. Mais même On les sait tout PFI maintenant. s'équipent. Hein. Donc tolérance quand même, mais également anticipation. Merci beaucoup encore Thomas Beaufard. On enchaîne tout de suite. Avec notre Véro service compris. Et on va essayer de garder un ton jovial avec le règlement de copropriété et le bail commercial. Alors, Jovial, ça va être difficile. Hein. mais Véro Je est vais capable tenter. de miracles, on écoute. Donc, effectivement, en fait, aujourd'hui, je vais parler de la relation à trois. Parce que ça se passe comme ça, une tripartie. Qu'est-ce qu'on avait dit? Et oui, une relation entre le propriétaire d'un fonds de commerce, le bailleur et la copropriété. Donc je m'explique. Lors de l'achat d'un commerce, vous achetez un commerce avec les biens corporels, donc le matériel, les marchandises, et les biens incorporels qui sont le non commercial, la clientèle, l'enseigne et le bail, le droit au bail. Vous devenez, et c'est important, je le précise, locataire du local et non pas propriétaire. Vous êtes propriétaire d'un fonds de commerce, mais vous êtes locataire du local. Et de fait, vous devez respecter le bail qui court. En fait, quand vous achetez tout, vous achetez le bail qui court avec. Et respecter le bail qui court, c'est notamment ce qu'on appelle la destination du lieu. C'est-à-dire que la destination du lieu sert à définir l'activité qui peut se faire dans ce local-là, précisément. Alors, si effectivement la destination du lieu n'est pas conforme à votre projet, il va falloir la changer. C'est ce qu'on appelle une déspécialisation. Donc, il faut aller voir son bailleur et lui dire « je veux changer l'activité ».
Donc ça passe par une négociation, parce qu'effectivement, qui dit déspécialisation peut entraîner, puisqu'on cesse un bail commercial pour en démarrer un deuxième, une augmentation de loyer. Tout ça, il faut vraiment le prévoir en amont. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous ne faites pas cette déspécialisation, c'est-à-dire que vous faites fi du bail et vous continuez dans votre activité, le bailleur est autorisé à arrêter le bail manu militari, puisque vous n'y avez pas droit, et sans indemnité. Donc vous vous retrouvez sans bail, sans local du jour au lendemain, si on ne fait pas cette démarche-là. Ce qui est important de savoir aussi, donc je viens à la tripartie, c'est que le règlement de copropriété est ce qu'on appelle le gendarme de l'immeuble. En fait, c'est lui qui régit tout. Donc, si le bailleur ne peut modifier votre bail que si il a un accord de la copropriété ou bien si le règlement de copropriété ne l'interdit pas. L'exemple classique, c'est par exemple si vous avez un règlement de copropriété qui vous interdit de faire de la restauration, le bailleur ne pourra jamais modifier le bail, puisque c'est déjà inscrit dans le règlement de copropriété. Ou alors, il passe d'une assemblée générale et il en obtient l'accord de tous les propriétaires. Bon courage. Oui, voilà, c'est un peu ça. Et donc, ce que je dis à tous mes adhérents, c'est que bien sûr, exiger, et ça souvent on ne le fait pas, exiger le règlement de copro avant même de signer, de savoir dans quelle source on va être mangé finalement. C'est la base, en fait. C'est la base, puisqu'en fait, souvent, les règlements de copro, ils interdisent quand même pas mal de choses et on a les surprises après. Et après, c'est difficile. Donc, autre chose aussi à savoir, et ça on oublie, c'est que lorsque l'on doit faire des travaux, et notamment des travaux de mise aux normes, soit par le locataire, soit par le bailleur, puisque le bailleur aussi, il doit engager quand même des travaux de mise aux normes, dès lors qu'il touche au commun, bien évidemment, il faut avoir l'accord de copropriété. C'est important quand effectivement, quand on installe un restaurant et qu'on veut mettre une clim, un box de clim ou quoi que ce soit, on ne peut pas le faire sans l'accord de la copropriété. C'est logique. Ensuite, il faut garder la date de fin du bail de commercial. Ça aussi, on l'oublie souvent. Donc, parce que le bail commercial, c'est ce qu'on appelle en 369, et à la fin, il va falloir renégocier ce fameux bail. Et attention, il faut le garder la date de fin, parce que le renouvellement requiert un certain formalisme, et notamment, il y a un minimum 6 mois avant de démarrer, avant la date de fin, pour refaire un bail commercial. Donc, il faut vraiment anticiper là-dessus. Donc, vous l'aurez compris, le bail commercial est un document à consulter pour un changement d'activité, une création d'une deuxième activité aussi. Quand on fait une activité complémentaire, souvent on commence par une restauration, puis finalement on veut faire autre chose à côté, pour des travaux touchant au commun et bien sûr pour le renouvellement du bail. Parfait, j'ai tout compris, Véro. Donc, lisez le bail, lisez le règlement de copropriété. Parfait. Lisez la recette, comme disait l'autre. Voilà. Comme dit l'autre, d'ailleurs. Merci beaucoup, Véro, qui répond toujours à toutes vos questions, à tout moment, à l'UMI. À tout moment, ou presque quand même. Mais n'empêche, toutes les réponses, elles sont toujours données par Véronique Soldevilla. Merci encore. Après, certaines questions qui fâchent, tout de suite, avec Gaëtane, la question qui aide. Et quelle est cette question posée par qui ? Alors, écoutez, c'est un restaurateur qui nous dit « Je veux organiser un événement festif dans mon restaurant pour le 31 décembre. » Voilà, donc ça arrive. Il y en a beaucoup. Y a-t-il des règles particulières pour ce jour ? J'imagine. Voilà. Alors, déjà, il faut savoir que dans notre arrêté préfectoral isérois, il y a la possibilité pour la nuit de la Saint-Sylvestre, donc du 31 décembre au 1er janvier, de rester ouvert toute la nuit. Voilà, ce qui n'est pas le cas, évidemment, les autres jours. Cependant, il faut quand même s'assurer, parce que la préfecture autorise, d'accord, mais derrière, les mairies peuvent réduire. Voilà. Donc, avant de vous lancer sur une folle nuit de Saint-Sylvestre, interrogez votre mairie pour savoir si il existe une limitation horaire dans la commune où vous exercez. Donc, il y a un principe et des exceptions dans chaque ville. Voilà, c'est-à-dire que les mairies peuvent toujours réduire. Ils peuvent jamais augmenter, mais ils peuvent réduire. Donc, la mairie peut éventuellement, où vous êtes, avoir réduit les horaires. Si c'est pas le cas, dans ce cas-là, pour cette nuit de la Saint-Sylvestre, vous pouvez rester ouvert toute la nuit et donc garder vos clients pour danser jusqu'au petit matin. Et puis, alors après, il y a une autre chose aussi, c'est qu'il faut penser, parce que évidemment, je suppose que potentiellement, vous ferez une animation dans
dans votre restaurant, et que dans ce cas-là, il faut prévenir la SACEM, voilà, et il y a des dispositions financières spécifiques aux adhérents de l'UMI pour cette nuit de la Saint-Sylvestre. Donc, contactez la SACEM, dites-leur ce que vous allez faire et dites-leur surtout que vous êtes adhérent à l'UMI pour pouvoir bénéficier des tarifs et des remises spécifiques. Exactement, ça Voilà. c'est un sujet d'ailleurs. Voilà. Totalement. Ben, parfait. Et puis, Parfait. voilà. Bon mois de décembre. Mais pour, bien sûr, par arriver. contre, pas de limite sur les cotillons, les paillettes, on y va. Allons-y. Bah après, c'est juste le ménage quoi derrière. Oui, faut y Voilà. penser parce que les cotillons, enfin les confettis, on peut les retrouver pendant de nombreuses années. C'est ça, entre les coussins. Merci beaucoup Gaëtane. Tout de suite, soyons modernes, soyons attractifs, soyons rentables, soyons tendance. C'est beau. Avec chou. La plus tendance des chroniqueuses que la France nous envie. On va rien parler que des ça. voyageurs aujourd'hui. Absolument, absolument, parce que voilà, 2026 est bientôt là et l'idée là, vraiment, on parle aux hôteliers. Je vais vous parler des types de voyageurs et surtout comment répondre à leurs attentes. De manière très succincte, on a 7 types de voyageurs en 2026. Le premier, c'est le voyageur bien-être et déconnexion. Alors celui-ci, il cherche à se recentrer sur lui-même, à ralentir son rythme et pourquoi pas même privilégier sa santé. Alors ce qu'il attend d'un hôtel, c'est tout simplement des services bien-être. Yoga, méditation, spa, cure de détox digital ou encore jeûne. Il cherche Détox quoi? des détox, détox digital, oui, bien sûr. digital, complètement. Tout à fait. Voilà, on a les détox alimentaires et les détox Ouh là là. digitales, voilà, parce qu'ils souffrent de cette surconnexion. Voilà. Donc, peu de sollicitations, évidemment, et une ambiance clairement pause. Ça peut, avec un cadre apaisant, des logements, pourquoi pas insolites. Alors, l'hôtelier, dans tout ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut proposer des packages en partenariat avec des experts reconnus, parce qu'on n'a pas nécessairement tout ce qu'il faut dans nos établissements. Donc, ça peut être avec un expert spécialisé en randonnée pour des balades en nature, quelqu'un qui pourrait proposer des soins, etc., des détox digitales. Des espaces low-tech et de déconnexion, donc pour valoriser le silence et encore une fois la nature et le retour à soi, et des logements insolites. Par exemple, ça peut être des cabanes et proposer des logements dans des cabanes en bois, etc., etc. Des yurts. Et voilà. Et là, généralement, ce type de voyageur viendra à vous sans aucune difficulté. Le second, c'est le voyageur néoluxe. Celui-ci, il est décomplexé, il est audacieux. Il recherche le luxe, mais le luxe sans ostentation. Un luxe sans rigidité. Un luxe des palaces classiques, mais plutôt modernes. Un premium, mais décontracté. Oh, il est pénible celui-là. Restez poli. Alors lui, ce qu'il cherche, c'est vraiment des lieux cosmopolites. Il aime le design, il aime les belles choses, il aime les services haut de gamme, mais accessibles. Voilà, on voit arriver de plus en plus de chaînes hôtelières, 4 étoiles, qui proposent maintenant un luxe, mais un luxe décontracté. C'est ce que vient chercher ce nouveau voyageur, avec des expériences exclusive à l'intérieur. Ça peut être une masterclass, ça peut être aussi, pourquoi pas, un intervenant qui viendrait pour parler des cocktails et lui proposer une dégustation. Il cherche des expériences immersives au sein de l'établissement. Et privilégié. Alors, c'est fait pour lui. Exactement. Et pour rappel, donc plus de 63% de croissance est prévue pour les voyages de luxe. De 2023 à 2028, il est prévu plus de 63% de croissance de voyages de luxe. Donc c'est quand même quelque chose à noter. Le troisième voyageur, c'est l'immersif, le localiste. Celui-ci, voilà, il n'en peut plus du surtourisme. Il ne veut plus aller vers des destinations avec un avion pour 3 jours. Il cherche du voyage en quête de sens. Il recherche une connexion à la vie locale, que ce soit en France ou même à l'étranger. Ce qu'il recherche, c'est cette connexion profonde avec les acteurs locaux et un faible impact touristique. Donc l'hôtelier, dans tout ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut valoriser l'identité locale de son établissement. On parle souvent de raconter une histoire. Si vous êtes un hôtel historique, un hôtel familial, un hôtel dans un environnement particulier ou privilégié, alors valorisez-le, parce que ce type de clientèle attend ça. Il attend également de proposer des expériences de proximité avec des acteurs locaux. Donc allez-y, encore une fois, vous pouvez vous saisir du petit artisan local, vous saisir, prendre contact également avec vos offices du tourisme pour savoir un peu ce qui se passe, être curieux et pouvoir le proposer à vos clients qui sont en quête de sens. Quatrième voyageur, le voyageur digital nomad stay. Aujourd'hui, on a l'essor du bleisure.
Le pleasure, c'est le travail et le loisir qui se mélangent. Maintenant, je vais dans un hôtel, je travaille et ensuite, eh bien, ma famille peut me rejoindre et je profite de la découverte, je profite de l'hôtel, je profite de la ville dans laquelle je séjourne pour travailler. La durée moyenne des voyages, maintenant, elle est de 13,5 jours, donc soit une augmentation de 24% au global. Donc, ce qu'on attend de l'hôtel, c'est ce que le client attend, c'est particulièrement une connectivité, une flexibilité et un confort, parce qu'il a besoin de travailler. Et également un service business avec des salles de séminaires, des réunions, et ensuite un espace détente pour pouvoir justement avoir cette notion loisir et cette notion travail. Donc pour l'hôtelier, c'est quoi ? Créer des workspaces, donc vraiment des endroits où on peut travailler en connectivité, pas de problème, une Wi-Fi haut débit et un check-in, check-out très, très flexible. C'est-à-dire, je pars, je reviens, voilà, attention. Donc, des tarifs longue durée accessibles, c'est-à-dire qu'on peut proposer à ce client-là de dire... Vous séjournez chez nous pour 8 jours, bienvenue, mais peut-être que pour 13, voilà, vous avez un tarif plus intéressant. Donc ça, c'est vraiment à travailler au niveau de l'hôtelier. Et également, encore une fois, une expérience immersive mêlant détente et interaction culturelle. Ça y est, il est temps de s'arrêter. Là, je le fais tomber dans les pommes. Le septième. Alors, ensuite, on a le voyageur last minute opportuniste. Voilà. Celui-ci, il est avec son smartphone et il cherche auprès des OTA à quel moment il va pouvoir tomber sur l'offre compétitive. C'est vraiment sur un coup de tête. Celui-ci réserve entre 24 et 72 heures avant son départ. C'est l'offre compétitive ou la seule qui reste pour lui parce qu'ici c'est un besoin spontané. Il a ou besoin d'évasion ou besoin d'un déplacement imprévu. Alors, il veut le nécessaire, une bonne literie, une bonne localisation, un hôtel bien localisé et un luxe, pas de luxe superflu. Et l'hôtelier, dans tout ça, ce qu'il a à faire, c'est simplifier son processus de réservation. Sur le smartphone, voilà, via mobile, un paiement en un clic. On n'est pas obligé de passer par plusieurs facettes pour pouvoir payer. Une synchronisation en temps réel des disponibilités au sein de l'hôtel et des offres flash qu'il pourrait envoyer à son fichier client. Le client, l'avant-dernier, c'est le voyageur multigénérationnel. On n'en était pas à 7, j'ai mal compté. J'en ai 7. Et donc là, c'est pour toutes les générations. Parce que maintenant, on se rend compte que l'expérience de vie prime désormais sur les possessions matérielles. Ce voyageur, il part en tribu. On parle de grands-parents, parents et enfants qui partent ensemble et qui privilégient maintenant des expériences à vivre ensemble, avec cette notion derrière que la vie est trop courte et qu'il faut profiter des bons moments. Donc l'hôtelier, dans tout ça, qu'est-ce qu'il peut proposer ? Une offre spécifique pour les groupes. On parle souvent de chambres familiales, de chambres communicantes. Donc ça, c'est vraiment à valoriser auprès de cette clientèle. Également des expériences adaptées à toutes les générations à faire ensemble. Voilà, le petit ski, mais moi, je peux aussi me balader en montagne et on peut tous se retrouver au restaurant de l'hôtel. Et des expériences sur mesure. C'est vraiment à noter parce que 58% des grands-parents et parents financent partiellement ou totalement les vacances des petits-enfants. Donc, ça laisse place aussi à une clientèle à fort pouvoir d'achat. Et la dernière, qui n'est pas une tendance, mais qui est vraiment à noter, c'est les voyageurs en situation de handicap qui, de plus en plus, souhaitent voyager. Et malheureusement, on se rend compte que 49% des voyageurs signalent des obstacles dans leur expérience voyage. Donc c'est vraiment un sujet. Donc on invite les hôteliers à aménager leurs infrastructures, proposer des chambres et sanitaires évidemment aux normes, mais spacieuses, avec des espaces sensoriels et pourquoi pas des expériences inclusives avec les associations locales. Et j'en ai terminé. Alors spécifiquement, où ils font aussi partie de chacune de ces catégories de voyageurs. Et donc il faut en tenir compte dans chacun. On n'est pas obligé de faire les 7 à la fois quand même. Non, évidemment, voilà. on travaille par cible en fonction d'où est situé l'hôtelier et quelle cible il tente d'avoir. Je me demandais juste, Lucille, si l'écran derrière toi allait exploser c'est ou les si paillettes. c'était les paillettes de Noël. C'est l'effet paillettes, justement. Pour préciser, si c'est toujours en cours, que le package, très bien, oui. Mais il y a des législations très précises. Bien sûr. À savoir, je crois, prendre une... agent de voyage, enfin une... Oui, quand vous avez une adhésion. Exactement. Voilà. Exactement. Oui, soit en fait il y a 2 paiements, voilà, soit en effet ça doit passer par... Non, faut bien le préciser. Soit l'hôtel est agrémenté,
Voilà. Oui, parce pour qu'il a pris faire, une adhésion à à l'agent de il voyage. faut passer par une agence. Voilà. Tout à fait. Bon, vous nous direz en off quel type de voyageur vous êtes. La question me brûle, mais le timing nous a rattrapés. Merci encore à vous tous de votre fidélité. On va s'embrasser aussi en coulisses pour passer une super année 2026. J'espère que ça sera votre cas. Passez d'excellentes fêtes et on se retrouve très vite en janvier. Merci à tous. Au revoir.